Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre visioconférence. Je m'appelle Amina Miraïwa et je suis l'assistante parlementaire du Dr Pierrette Elsberger-Fofana. Nous sommes honorés aujourd'hui de compter parmi nous, parmi nos invités, des femmes leaders et inspirantes chacune dans son domaine, des femmes de la diaspora engagées et qui ont trouvé leur voie. En ce sens, elles font œuvre de pionnières et inspirent la jeunesse de l'Union européenne. Elles vont aujourd'hui témoigner chacune de leur propre expérience dans leur domaine respectif. Nous espérons que ce webinaire sera instructif et constructif pour vous tous. Et n'hésitez pas, si vous avez une question, de la poser dans le Q&A et Karen, la modératrice, se chargera d'y répondre. Merci. Ok. Alors, c'est à moi, c'est à mon tour, je pense. Je peux commencer? Oui? Bon, alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, mesdames les intervenantes, mes invités. Je vous remercie vraiment d'assister à notre visioconférence et de venir partager avec tous vos expériences. Tout d'abord, je voudrais donc présenter notre modératrice, Madame Karen Kanessa. Madame Karen Kanessa est diplômée en sciences politiques avec une expertise en relations internationales et elle travaille comme chef de cabinet auprès de l'adjoint au maire de la commune de Ixelles. Ixelles est une région de Bruxelles. Elle a débuté dans la vie active dans le secteur bancaire, puis elle s'est impliquée dans le domaine associatif au sein des structures de la diaspora et elle est actuellement la coprésidente de l'organisation The African Diaspora Youth Forum in Europe, dont le siège se trouve à Vienne, une organisation qui regroupe environ plus d'une centaine d'associations et des pays de l'Union européenne. Cette association a pour but de développer l'entrepreneuriat des jeunes issus de la diaspora. Depuis janvier 2021, Madame Kanessa est la vice-présidente de ADEPT, qui est la Africa Europe Diaspora Development Platform, et qui a pour but donc d'améliorer et de renforcer la capacité et l'impact des organisations de la diaspora africaine qui sont impliquées dans les activités de développement. Entre 2016 et 2019, elle était membre du conseil d'administration ENAR. ENAR, c'est le réseau européen contre le racisme et elle travaillait spécialement sur les questions qui étaient liées à la situation des personnes afrodescendantes en Europe. Au niveau local, c'est-à-dire ici à Bruxelles, elle est la vice-présidente de Shift and Twist, une association qui vise à promouvoir et démocratiser l'information et son usage et à la rendre accessible au nombre le plus étendu possible. Je me réjouis donc d'avoir une experte comme modératrice et merci Madame Kanessa d'avoir accepté notre invitation de nous accompagner aujourd'hui pour cette visioconférence. Vous avez la parole, Madame Kanessa. Alors, merci beaucoup, Madame Elsberger-Fofana. Merci aussi d'avoir organisé cette rencontre aujourd'hui. Je pense que c'est une rencontre qui était vraiment nécessaire pour parler justement de la place des femmes leaders de la diaspora en Europe. Alors, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Tout de suite, je vous cède la parole pour que vous puissiez justement faire votre intervention. Donc, notre première intervenante est Madame Pierrette Elsberger-Fofana, membre du Parlement européen. Voilà. Merci, Madame Kanessa. Je vous en prie. Oui.
Alors, chers participants, je vous remercie bien sincèrement de nous rejoindre et donc de partager ce moment d'échange qui, nous espérons tous, sera très fructueux. Alors, le thème de notre visioconférence, les femmes de la diaspora. Qui sont-elles? À quoi aspirent-elles? Ce sont parfois des militantes engagées qui sont sorties de l'ombre et qui refusent d'être considérées comme un groupe marginal. Et comme le disait d'ailleurs la romancière Buchi Emecheta, la romancière nigériane, des second-class citizens, qui refusent d'être des citoyennes de seconde classe. Les femmes de la diaspora, donc toutes ces femmes engagées, revendiquent tout simplement une égalité en droit et en dignité. Les femmes de la diaspora sont désormais déterminées à briser le traditionnel plafond de verre qui leur refusait donc l'accès au poste de direction, même si elles possédaient les compétences et les talents nécessaires pour les occuper. À notre époque, les femmes évoluent constamment et franchissent de nouvelles étapes dans un large éventail d'activités humaines. Le monde a assisté, par exemple, à l'émergence de femmes leaders telles que Oprah Winfrey, ou bien Mme Nkosazana Dlamini Zuma, chef de l'Union africaine, de Mme Ngozi Okonjo-Iweala, qui est devenue la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, ou bien de Mme Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, pour n'en citer que quelques-unes. Mais qu'est-ce que ça signifie être une femme leader? Une femme leader est une femme qui influence et encourage un groupe de personnes, tout son entourage, à travailler à la réalisation d'objectifs. La caractéristique donc du leadership est la capacité d'influencer les autres pour atteindre ces objectifs et de s'améliorer soi-même. Il y a donc parmi nous de nombreuses femmes qui sont prêtes à aider les autres femmes à développer leurs talents, leurs capacités, leurs dons et à atteindre finalement leurs objectifs. Les femmes et les hommes sont considérés comme des leaders tout aussi bons les uns que les autres. Mais les stéréotypes, les préjugés liés au genre, notamment chez les femmes noires et les femmes d'origine africaine, les POC, par exemple, persistent. C'est le grand problème que nous avons. C'est pourquoi nous devons également faire preuve de solidarité entre nous. Donc, comme je disais, bien qu'elles soient très nombreuses, c'est juste quelques exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, à être des pionnières et des leaders engagés dans leurs domaines respectifs, leur leadership est souvent ignoré, voire invisible, pour le reste de la société dans laquelle elles vivent. L'invisibilité des femmes noires et puis aussi dans les luttes pour l'égalité est flagrante. En effet, lorsque nous parlons de personnes d'origine africaine ou de parents africains, l'attention est portée d'abord sur les hommes, donc sur les hommes africains, les hommes noirs. Et lorsqu'on parle du féminisme, l'attention est portée sur les femmes blanches. Les femmes donc des minorités culturelles autres ne se reconnaissent pas toujours, ni dans les mouvements féministes traditionnels, ni dans les organisations antiracistes. Dans les premiers, leurs combats y sont mis au second plan, et dans les seconds, ce sont les hommes qui occupent en général les postes décisionnels. On voit cela au sein des organisations. Devant ce constat, Madame Kimberlé Crenshaw, une américaine, afro-américaine, professeure, a créé le concept d'intersectionnalité afin de définir les multiples discriminations auxquelles les femmes noires, les POC, sont confrontées. En effet, nous sommes souvent victimes d'une oppression qui est à l'intersection du racisme et du sexisme, les deux. L'intersectionnalité désigne donc la situation de personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Dans de nombreux cas, nombre d'entre elles sont aussi obligées d'accepter un emploi en dehors de leur qualification parce que leurs compétences ne sont pas reconnues, même si elles prouvent par leur qualification, par l'obtention d'un diplôme ou bien d'une formation continue. Les femmes doivent presque toujours travailler 1000 fois plus
pour obtenir un emploi correspondant à leur qualification. La stratégie de la Commission européenne sur l'égalité des sexes a clairement souligné la nécessité d'une approche intersectionnelle dans l'élaboration des politiques. Et la Commission Femmes, à laquelle j'appartiens, a adopté une optique intersectionnelle pour cette perspective. Pourtant, il y a encore beaucoup à faire pour remédier à ces inégalités. De la même manière que nous avons fait pression pour l'intégration de la dimension genre, nous devons faire pression pour l'intégration des femmes issues des minorités, parce que l'approche intersectionnelle, c'est une approche qui doit être mise en œuvre dans tous les domaines politiques et dans chaque projet de loi. Tout rapport, quel que soit le sujet, doit prendre en compte les personnes qui sont au centre des différentes catégories sociales et travailler sur la discrimination structurelle à tous les niveaux afin qu'il y ait une justice pour tous dans l'Union européenne et au-delà. Nous devons faire en sorte d'employer davantage de personnes issues de la diversité en inscrivant aussi les femmes sur les listes électorales et en prévoyant un quota de femmes d'autres qui ont une autre origine afin également d'élever la voix de la minorité sur le plan politique pour provoquer un changement. En Allemagne, par exemple, lorsqu'on a eu besoin de femmes dans les postes de décision, on a institué un quota de 30%. Au sein de notre parti, les Verts, nous avons depuis 1986 fait la même chose, de façon, peut-être pas avec un quota, mais femmes, hommes, une parité. Et aujourd'hui, nous avons une candidate verte à la chancellerie pour les élections législatives de septembre 2021. Il devrait être donc possible que les femmes de la diaspora soient présentes et trouvent leur place dans toutes les institutions européennes. Nous avons besoin de militantes et de militants pour l'égalité des genres et pour la lutte contre le racisme partout dans l'ensemble des structures de nos sociétés. Ces militants doivent non seulement être des acteurs du changement, mais ils doivent également incarner ce changement et être une source d'inspiration pour les générations suivantes. Pour ce faire, il faut donc s'attaquer aux structures de pouvoir, déconstruire toutes les formes d'exclusion et de marginalisation, dénoncer avec courage les injustices et démasquer les obstacles structurels qui perpétuent les inégalités. Nous avons besoin d'un leadership féminin transformateur, innovateur, qui puisse donc permettre de relever les défis sans précédent que connaît notre époque. Nous ne parviendrons à cette métamorphose que si nous changeons notre façon de prendre des décisions et de concevoir les politiques à travers l'inclusion et la participation de toutes les personnes issues de toutes les cultures et de toutes les ethnies. Ce combat ne doit pas être toutefois uniquement l'apanage des femmes. L'égalité des genres est un combat pour la justice sociale dans lequel les hommes ont aussi un important rôle à jouer. Prenons l'exemple, par exemple, du docteur Denis Mukwege, le lauréat du prix Nobel de la paix 2018, et également du prix Sakharov du Parlement européen pour son action contre le recours au viol comme arme de guerre et de terreur. Le féminisme, tant décrié, peut devenir un moyen efficace qui attise le changement des mentalités dans un sens positif. Les femmes d'aujourd'hui aspirent toutes à pouvoir s'épanouir dans une société libre de toute contingence où l'esprit de complémentarité va de pair avec celui de l'égalité. Et en ce sens, je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir des femmes d'origine africaine, des leaders, chacune dans son domaine respectif et inspirantes par leur parcours. Elles sont là pour partager avec nous leur expérience en tant que femmes leaders. Je vous laisse donc la parole et je vous remercie tous de votre attention. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame la députée, pour votre discours
on ne peut plus inspirant par rapport au sujet d'aujourd'hui que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, nous rentrons là dans le vif du sujet. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais de nouveau vous féliciter pour l'organisation de ce débat. On ne peut plus important pour le développement du leadership des femmes qui sont issues de la diaspora, les Afro-européennes. Ce soir, nous comprenons toutes et tous que ce débat est nécessaire. Il est nécessaire à la création d'une sorte de réseau qui nous permettrait d'aborder les sujets tels que ceux-ci. Nous le savons toutes et tous, il est important de pouvoir valoriser le potentiel social et la capacité de résilience des femmes de la diaspora. Pour aborder ce vaste sujet, qu'est le leadership des femmes de la diaspora, nous avons invité 4 femmes talentueuses qui ont su tirer leur épingle du jeu dans leur domaine d'action, si je puis le dire comme ça, et ont su trouver leur place dans l'échiquier européen. Je voudrais également partager quelques informations d'usage durant cette conférence qui vont nous permettre d'échanger le plus d'informations possible sur les expériences de chacune et de chacun et de donner la possibilité aux participants de poser leurs questions. Les interventions des panélistes dureront 7 minutes maximum chacune. Elles seront ensuite suivies de vos questions-réponses. Vous aurez la possibilité de déjà poser vos questions via le chat durant les interventions de nos panélistes. Et n'oubliez pas de mentionner les noms auxquels ces questions s'adressent. Nous allons faire suivre ce que vous envoyez au fur et à mesure et nous pourrons les présenter par la suite aux intervenants pour qu'elles y apportent les réponses circonstanciées. Sans plus tarder, je vais vous présenter la première intervenante, la première panéliste en tout cas de ce débat, qui est Mathilda Legitimus Schleider. J'espère que je n'ai pas compris votre nom. Schlach, voilà. Alors, vous avez vécu à l'étranger pendant près de 45 ans, dont 42 années qui ont été passées en Allemagne. Au cours des 25 dernières années, vous vous êtes spécialisé dans les domaines de la migration et de l'intégration, ainsi que de la discrimination et le racisme. Vous êtes mère de 3 enfants adultes maintenant et vous vous considérez comme une citoyenne du monde. Vous êtes spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et l'excision contre les enfants et les femmes. Vous êtes née à Paris, vous avez grandi avec 6 frères et sœurs. D'où la femme citoyenne du monde. Votre famille est active dans les médias et la politique et s'engage depuis plusieurs décennies en faveur des droits des minorités, de leur droit à l'éducation secondaire et supérieure, contre les préjugés raciaux également, et pour l'introduction de quotas en Europe. Vous plaidez pour la reconnaissance professionnelle des acquis informels des migrants, des afrodescendants et surtout des femmes avec leur aptitude innée au multitasking. Alors, information très importante, votre grand-père était Jean Legitimus, un homme politique et grand défenseur de la cause noire en Guadeloupe et de l'émancipation des Noirs. Plusieurs ouvrages lui ont été consacrés, notamment le livre de Florent Girard et G.C.P. Jean Legitimus, ou l'apôtre de l'émancipation des nègres de Guadeloupe. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant, chère Mathilda, et je vais vous laisser les loisirs de rentrer dans le détail concernant votre parcours de femme leader. Alors, vous êtes un exemple de leadership des femmes de la diaspora dans votre domaine. Est-ce que vous pourriez, en 5 minutes, nous faire part de votre expérience et des enseignements que vous en avez tirés au fur et à mesure des années? La parole est à vous. Merci. Je remercie surtout Dr Pierrette Fofana et toute l'équipe pour cette merveilleuse idée et cette excellente organisation. Mon parcours est un petit peu hors du commun parce que je suis française, franco-antillaise. Ma mère est d'origine martiniquaise. Elle est venue à Paris vers l'âge de 10-11 ans. Et mon père était lui-même, il est décédé malheureusement en 2000, était lui-même aussi né à Paris en 1930. C'est-à-dire que ma famille est installée en Europe depuis un peu plus longtemps que peut-être d'autres personnes de notre groupe. Et malheureusement, en Allemagne, je ne suis pas considérée comme une Européenne. Je dois toujours répéter et instruire les personnalités autour de moi que je suis quand même européenne. On me voit comme une Africaine de toute manière. Alors,
j'ai fait ma force de ce fait. Je me suis dit, ah bon, bah, puisque c'est comme ça, bah, je vais être africaine. On me voit africaine, je sais que je le suis de toute manière. Et j'ai fait des analyses ADN qui m'ont prouvé que je suis à plus de 72% africaine. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. Je suis d'origine africaine. Je vais dire une phrase qui illustre vraiment ma pensée dès le départ, avant même que je me considère comme une femme leader. C'est une déclaration de Maya Angelou qui dit « Il est temps que les parents apprennent très tôt aux jeunes qu'il y a de la beauté et de la force dans la diversité. Nous devrions tous savoir que la diversité fait la richesse d'une tapisserie et nous devons comprendre que tous les fils de la tapisserie ont la même valeur. Quelle que soit leur couleur, ils sont tous aussi importants, quelle que soit leur composition. Et c'est vraiment ce que moi je ressens en tant que citoyenne du monde. Je suis en Allemagne depuis 1979 et ça n'a pas été facile au début parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs quand je suis arrivée. Les gens n'hésitaient pas à se précipiter sur moi, me tirer les cheveux, me gratter la peau pour voir si c'était vraiment ma couleur, surtout les plus jeunes, mais sans demander, sans vergogne. Hein. Et ça m'a vraiment surprise parce qu'avant de venir en Allemagne, j'ai passé 2 ans dans un collège international du groupe United World Colleges, qui est vraiment une institution formidable où j'ai passé vraiment 2 ans intensifs avec plus de 350 élèves issus de 90 pays. Donc, nous étions vraiment quelque chose de particulier dans la région, au pays de Galles où nous étions. Et toutes les personnes nous regardaient avec admiration. Et quand on nous posait des questions, c'était des questions bienveillantes. Ce que je n'ai malheureusement pas vraiment vécu en arrivant en Allemagne. Les 3 questions que j'entendais, c'était toujours d'où viens-tu? Pourquoi es-tu là? Et quand repars-tu? Donc, on me disait vraiment, on me faisait sentir qu'en fait, c'est pas mon pays ici et que bon, c'est bien que je sois là un petit peu, mais ça serait aussi pas mal que je sache aussi quand est-ce que je dois repartir. Il est aussi difficile aux gens d'accepter le fait que je sois européenne. Et jusqu'à présent, lorsque je dis que je suis française, on me demande toujours, mais d'où viens-tu vraiment? Je dis, je viens du ventre de ma mère. C'est une question tout à fait logique. Et pour la plupart des gens, c'est inconcevable qu'on soit européenne quand on est noir. Et si on accepte qu'il y ait quelques Européennes noires, elles viennent d'Angleterre, éventuellement on accepte qu'elles viennent de France, elles peuvent venir aussi de Hollande, mais elles ne viennent pas d'Allemagne. C'est la raison pour laquelle je me suis dit il faut vraiment faire quelque chose. La plupart des gens sont absolument ignorants, ne savent pas qu'il y a vraiment, depuis des siècles, des Noirs sur le continent européen. Donc, ça me pousse à vous poser la question, est-ce que c'est ça qui a fait naître chez vous, on va dire, cette vocation de leader, de femme leader pour justement montrer la place de la femme noire en Europe, en Allemagne plus précisément? J'ai repris une tradition familiale, en fait. Ma famille a toujours su, je ne sais pas d'où, mais qu'elle avait un rôle de leader, de défendeur et de protecteur à jouer. On a parlé de mon arrière-grand-père, mais aussi du côté de ma mère, du côté maternel, du côté thomasine. Il y a eu vraiment des personnes importantes dans ma vie qui ont su lutter aussi. Ma grand-mère a élevé toute seule 4 enfants. Il les a emmenés en France pour pouvoir parfaire leur éducation. Elle était tailleur d'hommes et ça n'a pas été facile pour elle non plus de travailler dans une fabrique et travailler le week-end aussi à faire des costumes, des manteaux et tout ça pour pouvoir arrondir les fins de mois. Et je pense qu'elle était aussi un grand exemple. Elle était décédée quand je suis venue au monde, mais j'ai toujours entendu parler d'elle.
Et ma grand-mère, la mère de mon père, était danseuse avec Joséphine Baker. Elle n'était pas connue comme Joséphine, mais elle était dans la troupe. Mais se destinait à devenir chanteuse. Elle aurait aimé devenir chanteuse d'opéra, ce qui n'était pas concevable à cette époque. Et elle s'est mise alors à devenir comédienne, à faire beaucoup de participation dans les films coloniaux de l'époque. C'était la mode, hein, c'était exactement aussi ce qui s'est passé en Allemagne et qui a fait ou a permis à survivre à pas mal de personnes qui auraient été peut-être exécutées, envoyées dans des camps de concentration si on n'avait pas eu besoin d'eux pour faire de la figuration dans ces films coloniaux. C'était une survie quelque part. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résilience, beaucoup de force de survivre et d'y arriver dans ma famille. Elle a finalement quand même réussi à obtenir le prix d'or, hein, la coupe d'or Volpi pour sa prestation dans le film Rue Casse-Nègre, un film d'Ozan Palsi, à la Mostra de Venise, hein, au Festival du film de Venise, mais elle avait déjà 76 ans. Elle a lutté pour y parvenir. Et on l'a vu dans pas mal de rôles, mais elle était toujours la boniche, la nounou, la femme de ménage, la concierge. Par exemple, dans Le Dernier Tango à Paris, elle a un rôle de concierge, on la voit 2-3 fois dans quelques scènes. Mais pour elle, c'était quand même réussir. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile d'obtenir un rôle en tant que noire. Hein? Tout à fait, tout à fait. Vous avez raison pour ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on ne cherche pas la femme. Derrière chaque homme célèbre, homme à succès, il y a toujours une femme. Que ce soit sa mère, sa grand-mère, sa sœur, hein, sa fille ou une maîtresse, ce qu'on ne dit pas souvent, il y a toujours une femme qui est là à pousser, à faire, à lui frayer le chemin pour qu'il n'ait pas grand-chose à faire. Et toutes ces femmes qui élèvent leurs enfants et qui restent en arrière-plan, on n'en parle pas. Et tous les sacrifices qu'elles ont commis, qu'elles ont pu faire, des fois même lorsqu'elles étaient douées, qu'elles avaient des diplômes, ou même si elles n'avaient pas de diplôme, elles avaient beaucoup de talent, on n'en parle pas. Ma grand-mère paternelle a su trouver un équilibre avec son mari pour pouvoir quand même continuer sa carrière d'artiste et s'engager aussi dans le monde associatif. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle a dû aider à créer plusieurs structures et surtout pour essayer de donner un support, aider à l'intégration des Noirs, pas seulement les Noirs issus des Antilles françaises, des dom-tom, mais aussi des pays africains qui étaient aussi des colonies à l'époque et qui étaient isolés, qui n'avaient pas leur famille avec eux. Et ce rôle, elle a vraiment fait une sorte de balance entre sa carrière et aider les autres. Et c'est-à-dire qu'il y a une sorte de tradition dans l'aide apportée aux autres. Nous ne sommes pas des îles. Nous sommes tous des personnes qui vivent parce que si on considère le principe de Ubuntu, hein, je suis parce que vous êtes. Hein? Tout à fait. Donc, c'était ça que j'avais en moi sans savoir d'où ça venait. Donc, Mathilda, je suis vraiment désolée de jouer vraiment à la, on va dire à la bad cop. Non, c'est bien. Voilà, je dois juste vous arrêter maintenant dans votre exposé. Je sais que vous aviez encore beaucoup de choses à partager, mais je pense qu'on pourra aller plus en détail par la suite également dans votre propos parce que voilà, votre vie est quand même très riche et je pense que ce n'est pas uniquement en 7 à 10 minutes que l'on peut arriver à extraire vraiment le principal. Mais en tout cas, merci beaucoup déjà pour ce premier témoignage. Je suis vraiment très contente en fait de ce que j'entends. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais voilà, n'hésitez pas. Nous allons revenir par la suite avec plus de précision sur votre parcours, etc. Je dois malheureusement vous arrêter pour aussi une question de temps et ainsi vous donner plus de temps par la suite d'aller en détail par rapport à votre parcours. Merci beaucoup en tout cas.
Merci. Alors, sans plus tarder, maintenant, nous allons passer à notre deuxième intervenante qui est Reine Nyamboté. Nyamboté. Vous êtes conseillère en décolonisation et en mission internationale auprès du secrétaire d'État bruxellois Pascal Smet. Vous êtes également chargée de communication au Parlement bruxellois pour le mouvement politique One Brussels. Vous avez commencé votre carrière politique en tant que porte-parole du secrétaire d'État en 2019 jusqu'au début de cette année. Vous êtes née à Anvers de parents d'origine congolaise. Après avoir obtenu votre diplôme de journalisme, vous vous êtes installée à Bruxelles. Là, vous avez commencé une carrière de journaliste et de présentatrice, principalement auprès de chaînes flamandes. Vous avez travaillé en tant que pigiste pour la VRT, ATV et Bruz, entre autres. Et vous vous y consacrez encore avec passion. Vous avez lancé dernièrement un podcast avec votre amie Tracy Bibo-Tansia et vous avez créé le Yaya Talks. Vous y abordez divers sujets tels que le thème de l'intersectionnalité au cours des différentes conversations que vous organisez. Pour vous, la sensibilisation à l'intersectionnalité est très importante parce qu'en tant que jeune femme africaine, vous estimez que nous ne pouvons pas regarder les choses en noir et en blanc ou aborder les problèmes et essayer de les résoudre avec une vision étriquée. C'est la multiplicité des aspects qui crée votre identité et notre identité à tous d'ailleurs aujourd'hui en tant qu'individu. Et cela doit toujours être pris en compte lorsque l'on discute des problèmes sociaux. Reine, je voudrais vous poser également la même question que j'ai posée à Mathilda. Vous êtes un exemple de leadership des femmes noires dans votre domaine. Est-ce que vous pouvez également en 5 minutes nous expliquer votre expérience et les enseignements que vous en avez tirés? La parole est à vous. Merci Karen, merci tout le monde de participer ce soir à ce débat et merci aussi évidemment à Dr Pierrette Erzberger Fofana. Donc voilà, Karen t'a déjà très bien expliqué mon parcours. Comme tu l'as dit, je suis anversoise, donc d'où mon accent néerlandophone que vous allez entendre quelquefois. Donc voilà, quand je pense à mon trajet professionnel, moi en tout cas, j'ai toujours regretté en grandissant surtout qu'il n'y avait pas vraiment des endroits ou des gens accessibles pour me guider dans le domaine où j'étais ou que j'aspirais d'être. Notamment parce que j'étais entourée par des gens qui justement avaient une vision très étroite de comment réussir dans certaines démarches pour arriver à mon but. Donc, par le conseil qu'ils me donnaient, et en gros, en fait, ça voulait dire travaille 4 fois plus dur, comme Dr Pierrette l'a déjà dit tout à l'heure, travaille 4 fois plus dur et ne te fais surtout pas trop remarquer dans le sens négatif. Et en bref, assimile-toi et tu vas avancer. C'est ça le conseil que j'ai retenu en grandissant. Et je trouve ça très intéressant, en fait, de focaliser sur le leadership des femmes afro-descendantes maintenant, parce que malheureusement, notre combat pour atteindre l'égalité et l'équité n'est pas la même que nos sœurs blanches, disons. Donc, on doit réaliser que quand on commence à travailler pour des sociétés et qu'on est une femme, et en plus, on est une femme noire, que nos collègues... voilà, on est en fait, on n'est pas seul, mais quand même on est seul. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans ce genre de situation, les gens ou tes collègues ont tendance à avoir des préjugés sur ta personne. Même si tu n'as pas encore commencé de travailler, que ça fait pas beaucoup de temps que tu es là-bas, tu auras des préjugés à ta personne, que ça soit positif ou négatif. Mais avec ça en tête, non seulement parfois il y a des clashs culturels. Par exemple, si tu veux chauffer ton pondu madessou dans la cantine du travail, il y a des gens qui te regardent, mais aussi il y a ce clash de privilèges en fait. Donc, et par là, je veux dire qu'il y a certaines personnes que jusqu'à présent, dans les places où on travaille, même si ce sont des positions qu'on estime qui sont très élevées ou high society, entre guillemets, ils ne comprennent toujours pas que voilà, en tant que minorité, on dirait le devoir toujours devoir expliquer à plusieurs reprises pourquoi on doit faire en sorte que notre société est le plus équitable possible. Et c'est pour cela que je trouve qu'on est arrivé à un temps très intéressant, parce que maintenant, les jeunes que je vois, qui sont plus jeunes que moi même, ou de même âge,
ne se taisent plus en fait. Le temps de s'assimiler et de se taire est fini. Et juste être accepté, c'est fini. Donc voilà, et on voit ce shift, ce changement dans l'entrepreneuriat aussi. Grâce aussi à la digitalisation, un peu, plus en plus de gens se disent, si je n'arrive pas à accéder à une place, à cette fameuse table, je vais créer ma propre table. Et pas forcément parce qu'on est fâché ou frustré, mais parce qu'on ne se retrouve pas toujours dans les possibilités que notre société a créées. Parce que, on doit être honnête, on est dans une société qui est pour la plupart du temps blanc, surtout en Europe. Et donc voilà, et où avant j'essayais moi-même aussi d'assimiler avec mes collègues, maintenant j'assume la personne que je suis. Je suis une femme noire, je suis enfant de migrés, etc. Et on est tous, je pense, fiers de la richesse de notre héritage culturel qui fait en sorte qu'on n'est pas juste des femmes, mais on est des femmes noires, fières de l'être. Dans toutes les couleurs et toutes les formes, hein, vous savez bien. Et donc, on ne cherche plus à être validé par qui que ce soit, sauf par nous-mêmes et nos actions. Donc, il suffit un peu de courage pour arrêter d'assimiler et de commencer à s'assumer pour vraiment être un leader ou une leader et ouvrir la voie aux autres aussi. Ça, je trouve très important. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui qui ont ce sens de communauté, Ubuntu, comme Mathilda le disait tout à l'heure très bien, je suis très contente parce que j'ai toujours travaillé dans des endroits où 9 chances sur 10, j'étais la seule noire. Peut-être c'est aussi dû au fait que je travaillais surtout avec les Flamands jusqu'à présent. Mais maintenant, même si on peut toujours faire mieux, je vois qu'il y a quand même pas mal de femmes afrodescendantes dans des endroits où 10 ans passés, on pouvait qu'en rêver. Donc, hors de l'entrepreneuriat, je vois mes amis qui travaillent en tant que manager dans des banques, qui sont artistes internationaux, qui présentent des JT. Allez, donc il y a plein de choses qui sont en train de changer, mais ce changement n'est pas encore médiatisé. Et donc, on voit ce changement surtout dans notre communauté, hein, on remarque ce changement, mais je vois que la nouvelle génération a aussi créé leurs propres associations, des associations des jeunes étudiants comme Umoja de Gand, qui est très active dans tout ce qui est afro-descendant. Il y a des groupes de travail, il y a des groupes Facebook qui sont très actifs comme New Awoken African Generation, Black Sisterhood. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en train de grandir avec cette mentalité de oui, on peut aller en avant, oui, on peut être la première à faire ceci, cela, mais ça sert à quoi si c'est seulement pour exclure les autres? Il y a de la place pour tout le monde. Et donc, voilà. C'est une bonne remarque d'ailleurs que vous faites. Ça me fait directement penser à vous poser la question suivante. Quel est selon vous alors l'avenir du leadership des femmes de la diaspora? Parce que voilà, vous avez énuméré plusieurs exemples, hein, on va dire des success stories autour de vous, mais lorsque vous faites une analyse un petit peu plus approfondie, parce que vous avez été journaliste et vous êtes également dans le monde politique, quel est selon vous l'avenir du leadership de la femme de la diaspora? Bah justement, comme Mathilda l'a dit, c'est vraiment community building, hein, c'est Ubuntu, c'est tenir la porte pour l'un et l'autre. Et aussi, surtout, engager les hommes de notre communauté, comme je pense que c'était aussi Mathilda, si je me souviens bien, qui a dit que voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont sacrifié, entre guillemets, leurs propres objectifs pour que les hommes ou leurs hommes avancent. C'était peut-être aussi des temps différents, mais là, on est arrivé à un point où tout le monde travaille. Hein. Il y a rare des familles où il n'y a qu'une seule personne qui travaille et qui ramène le pain sur la planche, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais voilà, donc c'est très important qu'on voit aussi ce shift entre les foyers, que l'homme se dit, écoute, toi, femme, ma femme, si tu veux, vas-y, va vers ton rêve. Moi, je reste ici avec les enfants et je tiens la maison. Ou bien vous arrangez comme vous voulez, mais il est essentiel que les hommes soient aussi inclus dans les débats, que ce soit sur l'afroféminisme, que ce soit sur les tabous de toxic masculinity ou bien tout ce qui est mental health, pardon. Mental, tout à fait. Voilà.
Donc, il est juste essentiel qu'on travaille tous ensemble. Ensemble, on va avancer. C'est ça que je voulais dire. Tout à fait. En tout cas, une très bonne conclusion que vous nous apportez là, Reine. C'est vrai que voilà, les femmes et les hommes doivent pouvoir travailler ensemble pour justement faire avancer une cause commune. Hein, finalement, ça ne concerne pas que les femmes, loin de là. Merci beaucoup, Reine, encore une fois. Nous allons passer sans plus attendre à notre troisième intervenante, qui est Amina Lutumba Ndoye. Alors, Amina a 40 ans et secrétaire médicale de formation. Vous avez fait de la valorisation de la femme dans toutes ses déclinaisons votre cheval de bataille. Maman solo de 4 enfants, vous avez transformé les difficultés de votre parcours en projet porté par votre association Les Parents Soulagés que vous avez créée en 2018. Cette organisation a pour but la valorisation, l'encadrement, la reconstruction et la fortification de son public cible par le développement de son leadership. En 2019, vous êtes devenue présidente de Femmes Noires, Femmes Africaines, une ONGD du Congo, dont vous êtes la cofondatrice d'ailleurs, et elle dynamise le leadership de la femme congolaise en lui ouvrant les portes sur d'autres horizons. Votre travail sera d'ailleurs récompensé par une nomination à l'African Lion Award pour votre projet d'aide aux mamans isolées en juin 2019. En octobre de la même année, vous avez développé le département leadership de votre association en fondant Empowering Women International, un réseau qui regroupe des femmes qui sont issues de la diaspora et qui évoluent dans différentes sphères. En janvier 2020, vous cofondez Empowering Business International, qui est un bureau de consulting events et qui développe des forums et des conférences en tout genre et qui vise notamment à proposer des solutions pour les entreprises et les associations en matière de développement de contenu et de visibilité. En mars de la même année, vous recevez l'European International Women's Leadership Award 2020 pour vos diverses contributions dans le domaine du leadership. Alors, Amina, céréale entrepreneuse, maman de 4 enfants, maman solo, femme très dynamique, de par votre parcours et les obstacles que vous avez surmontés. Vous êtes donc un exemple de leadership pour la femme de la diaspora dans votre domaine d'activité. Je vais vous poser exactement la même question que j'ai posée à Mathilda et à Reine. Est-ce que vous pourriez, en 5 minutes, nous expliquer votre expérience dans ces différentes activités que vous avez organisées et surtout les enseignements et les obstacles que vous avez pu observer? La parole est à vous. Merci beaucoup, Karen, et je vous remercie de m'avoir offert cette tribune, Madame la députée Pierrette Herzberger-Fofana, ainsi que de m'avoir donné la possibilité de parler autour de toutes ces femmes impactantes dans les milieux de la diaspora, ainsi que le travail de Madame Amina. Alors, pour mon appartenance à une double culture a été pendant longtemps une difficulté, parce que trop noire pour les Occidentaux, mais trop blanche pour les Africains. Mon parcours atypique, arraché à ma famille biologique, grandi dans une famille d'accueil et puis en institution. Aujourd'hui, avec un statut de maman solo, 4 enfants, 4 papas, 4 papas différents, 4 belles familles, 4 histoires. Ça m'a toujours demandé de faire preuve de résilience, de faire face aux stéréotypes de la société qui étaient toujours peu flatteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai développé mon propre leadership. Et après, j'ai décidé, par toutes ces douleurs, par cette résilience, de développer un leadership collaboratif afin de pouvoir matérialiser mon idéal. Un monde où toutes les femmes se donneraient la main dans la main pour ne laisser personne au bord du chemin. Être une passerelle remplie d'imperfections est à mes yeux une solution, une source d'espoir pour une société où la femme doit se lever et briller. La raison pour laquelle j'ai tenu à faire toutes ces initiatives, c'est donner de l'espoir à toutes ces femmes qui sont renfermées. Car si être une femme parmi les femmes est une difficulté, il est encore plus difficile d'être une femme devant les hommes. C'est un défi qui demande de faire preuve de patience, de sagesse, de pouvoir exister en étant bien armée
dans un combat à livrer qui est nécessaire pour le bien de l'humanité. C'est pour cela que dans mon domaine, mon intérêt pour la maman solo, j'ai décidé de créer la journée mondiale de la maman solo. Toutes les initiatives que je fais, toutes les initiatives que j'entreprends, c'est pour montrer à la femme qu'elle a le droit d'exister, qu'elle a le droit de parler et qu'elle a le droit de s'imposer là où sa place est méritée. Voilà. Merci beaucoup, Amina. C'était très beau, en tout cas. Et surtout, cette idée de journée mondiale de la maman solo, je pense que beaucoup de femmes le vivent, mais ne le partagent pas forcément. Et je pense que la plateforme que tu as créée permet de créer des synergies en ce sens. Vraiment, vraiment bravo. Alors, du coup, j'ai une dernière question pour toi, parce que tu es une femme leader. Hein, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas fait que de l'associatif. Je pense que tu t'es engagée également civiquement dans la région dans laquelle tu vis. Alors, est-ce que tu pourrais, au regard de toute ton expérience en tant que civic engage, est-ce que tu pourrais nous faire part de ce que pourrait être l'avenir justement des femmes de la diaspora en tant que leader en Europe? Voilà, alors en rebondissant sur mon implication civile, il est effectivement vrai que j'ai participé aux élections communales en 2018 dans la commune de Dilbeek où je vis et aux élections européennes en 2019, tout en sachant que le néerlandais est une langue que j'ai appris à travers mes enfants, la scolarité de mes enfants. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école, mais j'ai appris le néerlandais à travers mes enfants. Donc, au début, c'était avec tonton Google, les traductions, rigoler en même temps que tout le monde quand il fallait rigoler autour de la table pour les réunions d'enfants. Et puis, bon, voilà, avec le temps, on apprend peu à peu les voisins qui ne parlent pas français, qui vous regardent de haut parce que, voilà, vous n'avez pas la couleur qui scie au paysage. Mais voilà, on fait peur de résilience. J'ai eu la chance de grandir dans une famille d'accueil qui m'a quand même bien encadrée. Donc, je ne suis pas allergique aux occidentaux, mais je sais leur faire prendre conscience qu'ils ne doivent pas avoir peur des Africains, mais plutôt apprendre les bonnes choses et se fortifier. On est censé être complémentaires. Et donc, voilà, moi, c'est le renforcement des capacités. Donc, pour parler du leadership des femmes de la diaspora, je dirais que ce sera un parcours semé d'embûches. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours ce piège historique qui gravite au-dessus de nos têtes. Avec le temps, par contre, je suis persuadée que les choses se mettront tout naturellement en place, car toutes les femmes sont dotées d'intelligence et c'est pourquoi, en prenant un angle de mutation culturelle, nous y arriverons. Parce que je suis convaincue que toute femme qui prend conscience de ses capacités à être maître d'elle-même à travers la connexion de son moi inférieur avec son moi supérieur peut arriver à réaliser de grandes choses. La réussite, il faut que la femme prenne conscience que la réussite est une histoire, n'est pas une... Oh, excusez-moi. Il faut que la femme prenne conscience que la réussite n'est pas une couleur de peau, que la réussite ne dépend pas de l'endroit d'où on vient, que la réussite ne dépend pas du quartier où l'on vit, que la réussite ne vient pas de son portefeuille, d'un mariage qu'on a ou on fera. La réussite dépend de notre volonté, de notre résilience, de notre désir d'innover. La réussite à tous les niveaux viendra dans cette assiduité que nous mettrons dans le développement de chacun de nos projets, qu'il soit de notre vie privée ou notre vie professionnelle. Donc, mon désir est vraiment de fédérer les femmes autour de cette vision que j'ai, qui n'est certes pas utopique, parce que je pense qu'on a assez de capital humain pour arriver à défier ce combat qui est devant nous. Alors, femmes, avançons avec l'encadrement de ces hommes, faisons comprendre à nos enfants, garçons et filles, qu'ils ont leur place dans ce monde et qu'ils doivent exceller. Exceller pas parce qu'ils doivent trop travailler, parce qu'ils ont une peau trop foncée, mais exceller parce qu'ils ont les capacités d'exceller, parce que nous sommes tous nés ici pour briller. Super. Merci beaucoup, Amina. C'est vrai, hein, tout ce que vous dites. Et je pense que vous avez toutes les trois, pour le moment, plus ou moins la même conclusion. Nous ne pouvons pas avancer toutes seules. Nous avons besoin également du soutien
des hommes pour avancer face au leadership des femmes de la diaspora et faire en sorte justement que ça ne soit pas de temps en temps des exceptions qui confirment les règles, mais justement que ça devienne une norme dans le futur, parce que je pense que c'est très important qu'on puisse également souligner ce petit fait. Sans plus tarder, on va passer à notre dernière intervenante, Ivoire de Rosen. Vous êtes anthroposociologue, communicante, conférencière internationale, coach et activiste des enjeux relatifs aux femmes afrodescendantes, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Vous êtes sans aucun doute une personnalité publique engagée, en quête permanente d'une société moins discriminatoire, et vous avez fondé en 2015 Mwanamke, le premier collectif afroféministe belge. Vous dispensez des cours en master universitaire, notamment en études de genre, et vous êtes intervenu à de nombreuses reprises en milieu académique, institutionnel, associatif et militant sur les sujets qui touchent à l'afroféminisme. Vous êtes également sollicitée comme experte et formatrice à propos des problématiques liées au genre, à l'intersectionnalité et à la décolonisation et contre le racisme. Vous cumulez plusieurs casquettes, journaliste, présentatrice star, conférencière, coach international, activiste, professeur en master universitaire, consultante anthroposociologue et communicante. D'ailleurs, depuis 2011, vous êtes co-organisatrice de l'Ethno-Tendance Fashion Week Brussels, l'événement autour de la mode internationale et inclusif. Vous avez une agence, She Rocks, dans laquelle vous accompagnez en tant que coach, mentor et motivational speaker la jeunesse et les femmes sur le développement et leur leadership. Alors, Ivoire, on peut dire qu'avec votre parcours, vous êtes également un exemple de leadership des femmes de la diaspora. Alors, de par votre expérience, est-ce que vous pourriez en 5 minutes nous faire part des enseignements que vous avez pu tirer et également les obstacles que vous avez pu rencontrer au fur et à mesure de votre avancement dans la vie en Europe? La parole est à vous. Merci beaucoup Karen pour cette présentation et cette belle et dynamique modération. Je tiens sincèrement à remercier Madame la députée d'avoir eu l'intelligence et aussi d'avoir mis en priorité l'importance de créer un espace comme celui-ci. Je remercie aussi Amina pour toute la coordination et je suis très heureuse et excitée d'être entourée de femmes si inspirantes et de pouvoir partager aussi avec notre public virtuel, digital, que je salue également. Alors, pour revenir un petit peu sur mon parcours et faire ressortir les enjeux, mais aussi les clés du leadership féminin, je reviendrai d'abord sur ma situation personnelle et familiale. Alors moi, je suis anthroposociologue et je pense que nous sommes impactés par notre environnement social et que notre environnement social détermine également notre individualité. Alors je suis issue d'une famille monoparentale, justement, je fais référence à ma consoeur intervenante Amina, donc une famille de mamans solo, où justement ça a été pour moi un plus, notamment contrairement à ce qu'on peut entendre souvent sur les familles monoparentales. Et pour la petite anecdote, quand j'étais en cours de socio-anthropologie du genre et de la famille, plus particulièrement à l'UCL, où j'ai fait mon master, j'avais questionné mon professeur en disant « Écoutez, je ne suis pas d'accord avec votre présupposé. Les familles, est-ce que des impacts négatifs au niveau des enfants et des adolescents ?» Alors pour moi, ça a été une force. Je vous explique pourquoi. Parce que ayant une maman qui gérait vraiment, qui était la CEO de la famille, eh bien déjà, je n'étais pas confrontée à toutes ces formes d'assignation genrée ou aux rôles sociaux genrés, comme quoi une femme, ça ne dirige pas, elle représente exclusivement, par exemple, la douceur, etc. Et donc ça m'a permis vraiment de déployer tout mon champ des possibles et de ne pas être figée dans certains rôles. Et donc ça m'a permis de pouvoir aussi plus facilement être accompagnée de manière libre au niveau de mon orientation scolaire, universitaire et pour finir professionnelle. Donc voilà un petit peu. Et puis j'ai une grande sœur. Donc le leadership féminin fait vraiment partie de mon expérience. Et aussi, c'est ce qui a façonné mes centres d'intérêt pour les questions inhérentes aux femmes afrodescendantes et mon engagement aussi afroféministe. Donc, je referme la petite parenthèse qui explique mon engagement. Pour vous parler de mon arrivée dans la sphère professionnelle,
En réalité, j'ai commencé comme journaliste présentatrice TV sur BX1. Alors, c'était un poste assez innovant parce que les gens n'avaient pas eu l'habitude de voir une personne afrodescendante sur leur petit écran et donc dans leur quotidien. Et là, ça a été une expérience assez, je dirais, controversée. Donc, beaucoup de positifs et énormément de négatifs. Donc, j'ai pris la foule des haters. Alors, c'est vraiment une expérience, enfin, Madame la députée, on sait qu'elle a aussi été confrontée à ça, qui n'est pas facile à vivre sur le plan psychologique, sur le plan de la santé mentale, parce que on liait mon arrivée, mon ascension professionnelle à des compétences qui seraient, enfin, complètement autres. On pensait que je n'avais pas passé de casting alors que j'en avais passé 4, etc. Donc, il y avait cette forme de réduction dont peuvent être victimes les femmes noires. Et donc, moi, j'ai décidé de ne pas faire attention à ça et de me concentrer uniquement sur l'élan d'exemplarité que ça pouvait porter, parce que j'avais des retours des familles, des enfants qui disaient qu'ils étaient très contents de me voir au petit écran et de voir une personne afrodescendante avec des cheveux naturels qui portait des vêtements issus des cultures traditionnelles africaines telles que le kente par exemple, ou le bogolan, ou le pagne de manière générale. Et donc, je me suis vraiment rattachée à tout le positif au niveau de mon arrivée professionnelle. Alors après, j'ai exercé comme professeur en master. Alors effectivement, comme l'ont dit mes consoeurs intervenantes, c'est pas facile parce que je me suis retrouvée comme la professeure, donc la plus jeune, femme et noire. Alors souvent, quand on me voyait dans les couloirs, on me disait « Ah oui, vous êtes étudiante, etc. » Je dis « Ben non, je suis professeure en master. » Et donc, il y a cette question aussi d'occuper des postes de pouvoir dans des institutions, dans des milieux qui sont plutôt dominés par des hommes blancs en général. Et donc, en ce sens-là, on est confronté au fait de pulvériser parfois le double, le triple plafond de verre, parce que quand il y a la question de l'âge qui vient s'ajouter, ou par exemple le handicap, eh bien, il y a le racisme, le sexisme en plus, donc ça fait pas mal. Mais tout ça pour dire que peu importe, il est nécessaire de s'accrocher à sa vision de départ et surtout de ne jamais renoncer à ses rêves, à ses ambitions professionnelles quand on est une femme. Ne pas s'excuser de vouloir se hisser vers les sommets, parce que quand on est une personne qui incarne cette posture de leadership, eh bien, elle va ouvrir la voie pour les autres femmes et frayer un chemin pour les autres femmes. Et je me souviens, j'avais été invitée à une conférence justement sur la question de la diversité dans les médias. À ce moment-là, parce que quand j'ai commencé ma carrière, ça remonte à il y a près de 10 ans, j'étais souvent cette exception qui, justement, voilà, confirmait un peu la règle. Et aujourd'hui, comme Reine l'a souligné, on est dans plus de diversification, plus d'inclusivité. Et donc, les personnes qui étaient à l'époque des exceptions, comme Madame la députée, par exemple, eh bien, entraînent toute une foulée d'autres femmes dans ce sens-là. Et donc, il y a une jeune fille qui m'a dit « Ah, ben, Ivoire, justement, moi, je suis étudiante en communication, j'ai toujours voulu être journaliste présentatrice et je me suis toujours dit que c'était impossible jusqu'à ce que je vous voie, parce que moi, je suis une femme noire à la peau plutôt foncée et je porte mes cheveux naturels. Et en vous voyant, je me suis dit bah, que c'est possible, je ne dois pas nécessairement me dénaturer les cheveux. » Donc, c'est important de refuser les formes de violence symbolique qui veulent vous enfermer, vous figer dans des cases. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé aussi ma carrière, je pensais qu'il fallait que je parte, par exemple, à Londres ou aux États-Unis. Et je me souviens, ma mère m'a dit avec beaucoup de conviction, ben non, ma fille, tu as toutes les compétences, c'est possible. Donc, il faut vraiment aussi, je aux parents, aux cousines, d'encourager vos enfants, parce que c'est important au niveau de la socialisation que la nouvelle génération entend toutes ces phrases encourageantes pour justement avoir ce moral d'acier, pour pouvoir déconstruire tous les stéréotypes et les biais discriminatoires qui vont malheureusement intérioriser par socialisation. Donc ça, c'est super important pour se défaire de toute forme de croyance limitante et éviter de tomber dans une posture victimaire et toujours avoir la tête bien haute et les yeux rivés vers l'avenir. Alors, ce que je voulais dire aussi, et ça, c'est une clé que j'aimerais bien donner, c'est être audacieuse et audacieux. Quand je faisais mes études, en fait, j'ai exploré un sujet complètement innovant en Belgique. Je me suis centrée sur la question de la création, mais également du cheveu frisé, afro, de la peau noire des personnes
afrodescendante et je suis la première chercheuse belge de l'UCL dans le champ d'études francophones à avoir exploré cette question. Alors, c'était un peu compliqué de trouver le corps professoral qui allait m'encadrer, mais c'est aussi ça qui a contribué à mon leadership dans mon champ d'expertise et à mon succès parce que je suis devenue très spécifique et donc experte dans mon domaine. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de vous dire, soyez audacieux, appuyez-vous sur vos forces, sur vos singularités pour justement faire la différence. Et au lieu de voir un obstacle comme un échec, eh bien, utilisez-le comme un tremplin pour rebondir et faites preuve vraiment de résilience. C'est une aptitude que Amina a évoquée tout à l'heure et c'est un levier qui va nous aider à nous propulser et à ne pas nous laisser abattre et écraser par ce plafond de verre qui peut parfois être très violent en réalité. Et donc, on a vraiment besoin de développer la sororité. On a ce cliché, ce stéréotype qui est véhiculé par la culture patriarcale que quand les femmes sont dans une pièce, elles se crêpent le chignon. Et moi, je vous dirais, sur base de mon expérience, c'est tout à fait le contraire. Entre nous, on peut vraiment s'épauler, se donner les trucs et astuces et faire en sorte que les autres réussissent et qu'ensemble, on puisse bousculer le monde. Quand j'ai fondé le collectif féministe… Alors, je vais juste vous laisser conclure en 30 secondes. D'accord. Quand j'ai fondé le collectif afroféministe, donc le premier en 2015, c'était avec cette idée aussi qu'on pouvait combattre ce racisme genré et ce sexisme racialisé que l'on vit en Belgique. Et donc, je me suis dit, je vais mettre en place cet espace de dissidence, de résilience pour qu'on puisse toutes avoir confiance en nous, se hisser vers le sommet et faire preuve d'auto-bienveillance et de bienveillance mutuelle. Super. Merci beaucoup en tout cas pour votre message. C'est un très beau message et comme je l'avais promis aux participants et aux participantes, ce sont des interventions qui sont riches, qui sont inspirantes de par votre parcours et surtout des observations que vous partagez avec nous ce soir. Merci beaucoup Ivoire. Je dois avouer que cela donne un sacré coup de boost quand même, qui nous donne un sacré coup de boost, nous qui vous écoutons. Je pense que le public a hâte de pouvoir vous poser quelques questions après vous avoir écouté attentivement. Avant d'ouvrir la session de questions-réponses, je voudrais juste partager quelques informations qui vont nous permettre de poser un maximum de questions et permettre à nos intervenantes de vous répondre au mieux dans le temps qui nous est imparti. Il est important de poser vos questions durant maximum 1 minute. On va donner la possibilité également aux gens de poser leurs questions plutôt oralement, 1 minute maximum, et directement diriger la question vers la personne à qui elle s'adresse. Nous allons commencer par une première salve de 3 questions afin de permettre justement à nos intervenants de préparer leurs réponses et de vous donner des réponses circonstanciées. Alors, sans plus attendre, je vais pouvoir peut-être voir s'il est possible de lever la main, n'est-ce pas? Je vois déjà une main qui est levée de Ado Yapi, puis Assa Halidou pour le moment et Ambroise Tinet. Alors, on va commencer par Ado. Je répète de nouveau, 1 minute par question pour pouvoir permettre aux autres de poser la leur et de donner la possibilité à des réponses circonstanciées. La parole est à vous, Ado. Allô? Vous nous entendez, Ado Yapi? Alors, moi, je n'entends personne. Je ne sais pas si vous entendez quelqu'un. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer à Assa Halidou. Karen, je pense que c'est préférable qu'ils écrivent leurs questions dans le chat et moi, je pourrais ensuite les envoyer. C'est préférable. Okay. Il n'y a pas de problème, j'en avais déjà noté quelques-unes qui étaient pertinentes et je pense que s'adresser un petit peu à toutes les intervenantes de ce soir. La première question est celle d'Ambroise Tinet, qui faisait partie des personnes qui ont levé leurs mains, ça tombe bien, et qui pose une question spécifique à Rennes. J'ai pu retenir qu'il faut assumer sa personnalité, sa couleur de peau,
et ne pas attendre d'être validé pour y parvenir. Et donc, pour y parvenir, ne faut-il pas être forcément anticonformiste dans bien des situations, dans un contexte d'assimilation ou d'exclusion? Si vous aviez à donner un message pour les jeunes étudiants africains qui arrivent aujourd'hui, quel serait ce message? Et il vous remercie, ou elle vous remercie, je pense que c'est un monsieur, il vous remercie d'ores et déjà pour votre réponse. La deuxième question est celle de Yiboula Tapsova. Pour toutes les intervenantes, la possibilité d'avoir une réunion avec Madame Herzberger Fofana. Donc, ça s'adresse directement à vous, Madame la députée, sur le thème des afrodescendants en Europe. Donc, voir s'il est possible de refaire un autre webinaire, cette fois-ci sur le thème des afrodescendants en Europe. La troisième question est celle de Else Rochette, qui vous remercie pour vos témoignages très intéressants. Vous êtes des femmes magnifiques. Est-ce que vous avez des conseils concrets pour les femmes blanches qui veulent vous soutenir dans vos combats? Est-ce qu'on peut faire partie du Ubuntu? C'est une très bonne question qui s'adresse à tout le monde. Et donc voilà, on va peut-être commencer par la première question d'Ambroise et puis directement enchaîner par celle de Else Rochette, parce que celle de Yiboula, je pense que c'est uniquement le cabinet de Madame la députée qui pourra y apporter une réponse circonstanciée. Reine, c'est à toi. Oui, merci pour les questions, tout le monde. Merci de nous écouter attentivement aussi. Alors, je trouve la question de monsieur ou madame Ambroise pas difficile, mais quand même, je ne veux pas dire que si tu t'assumes toi-même que tu es forcément non conformiste. Je trouve justement que se catégoriser comme ça, que ça crée des tensions inutiles en fait. Et je trouve qu'on est dans une société, on est moderne, on est démocrate. Tout le monde devrait avoir la possibilité justement d'être soi-même. Donc, ça ne devrait pas être vu comme non-conformiste ou ne pas vouloir travailler avec d'autres gens, non. Et donc, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions à quiconque, d'aller aussi à la recherche en fait des gens comme nous qui ont déjà un peu d'expérience, de ne pas avoir peur, hein. On est dans une société très digitale, donc ça aide en fait justement de franchir cette cape de distance entre nous, donc envoyer des messages par Messenger ou je sais pas, donc allez, il y a plein de possibilités en fait de se regrouper ou de demander des conseils pour avancer dans ton projet personnel. Je ne sais pas si c'est une réponse concrète. Non, c'est une très bonne réponse, Reine. C'était droit au but, hein. Je pense que c'est ce qui a été recherché, donc je ne pense pas qu'il manquait un élément ou l'autre. On va peut-être directement passer à la question qui s'adresse à toutes cette fois-ci, et j'aimerais que vous puissiez nous donner une réponse en 2-3 minutes. C'est celle de Else Rochette concernant les conseils concrets pour les femmes blanches qui veulent vous soutenir dans vos combats. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire partie du Ubuntu? Je vais laisser la parole à Mathilda pour commencer. Puis ce sera Amina qui vient de lever également la main avant de passer à Ivoire. Puis Reine, si elle veut rajouter quelque chose. Voilà. Mathilda, c'est à toi. Merci pour cette question. C'est vraiment une question primordiale, hein. Dans tous les débats et toutes les luttes justement menées pour le féminisme, on a souvent laissé de côté ou en arrière le féminisme noir, hein, des femmes, des afro-descendantes. On a utilisé les femmes souvent pour gonfler le groupe et, comme on dit, pour s'habiller de plumes étrangères, comme on dit, pour montrer qu'il y a la diversité, etc. Mais on ne les a pas toujours soutenues, on ne les a pas souvent laissé parler et on ne les a pas souvent écoutés. Et c'est ce qui est primordial pour moi. Il faut savoir écouter d'abord et pas toujours être sur les défensives. Dès qu'on entend le mot racisme, le mot attaque, sexisme, que ce soit les femmes blanches ou les hommes en général,
et surtout avec l'intersection du racisme et du sexisme, c'est toujours « Ah non, non, pas moi, moi je ne suis pas », au lieu d'écouter jusqu'au bout. Et c'est ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, en général, ce sont des alliés. Qu'elles soient femmes ou hommes, nous avons besoin d'alliés. Un allié, ce n'est pas une personne qui se met devant et qui veut toujours ouvrir la bouche pour montrer qu'elle sait mieux que tout le monde. Un allié, une alliée, c'est une personne qui est bienveillante, qui comprend le problème et qui veut changer aussi ce monde et faire disparaître les inégalités. C'est-à-dire que la personne va pousser l'autre devant, va faire place à l'autre, donner un podium, donner des moyens financiers, l'aider peut-être même, dans mon cas par exemple, dans le cas des migrantes, qu'elles soient noires ou d'origine étrangère, faisant partie des femmes de couleur, et qui ne manient pas la langue allemande parfaitement, elles ont besoin d'avoir des femmes qui manient bien la langue du pays, qui sont nées dans ce pays et qui veulent vraiment aider, même à corriger des fois les écrits, à les aider à écrire un livre ou à préparer peut-être leur discours, mais pas vouloir toujours se mettre elles-mêmes en avant. Elles ont eu assez d'opportunités pour se mettre à l'avant, maintenant qu'elles fassent un peu place aux autres. La même chose pour les hommes. Nous avons besoin d'hommes alliés, des hommes qui ont eux-mêmes, ils sont sortis du corps d'une femme, tous ces hommes. La femme les a élevés. Donc, s'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, ce n'est pas tout seul. Alors, il faut laisser aussi un peu la plateforme aux femmes. Merci. Merci beaucoup, Mathilda. Amina? Donc, bonsoir, je salue Else Rochette que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur mon lieu de travail et je la remercie pour cette question qui est pertinente et je pense que de toute façon, tout combat mené par les femmes, peu importe la couleur au final, est une bonne chose. Dans un combat féminin, certes, on doit se battre parce que voilà, la femme africaine a de longs combats et encore de longues batailles à mener pour gagner une guerre, mais voilà, c'est l'effet de masse, c'est le nombre qui fera qu'on pourra pencher dans la balance parce que tout se fera en intelligence collective de toute façon. C'est ça qui fait qu'on peut gagner quelque chose. C'est vrai que je veux dire, on est en train de se battre dans différents combats. Qu'on se les fémicide, on ne regarde pas qui est blanche, qui est noire. On avance toutes parce qu'on pense que le combat est noble. Peu importe le combat finalement, qui doit être mené, que ce soit avec des hommes, que ce soit avec des femmes. On a besoin de personnes engagées, de personnes qui savent écouter, qui savent comprendre et finalement porter le combat aussi fort que nous. Donc, ce n'est pas une question de couleur, c'est juste une question de conviction et d'engagement. Merci beaucoup, Amina. Je donne donc la parole à Ivoire, puis à Rennes. Vous m'entendez? Voilà, parfait. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Alors, effectivement, quand on parle des enjeux qui nous concernent, les discriminations, les biais, les expériences racistes et sexistes que vivent les femmes de la diaspora, on a besoin de toutes les forces et de toutes les énergies. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se positionner et à se mobiliser. Quand vous voyez une personne afrodescendante, une femme afrodescendante subir toute forme de microagression, de la plus ordinaire à la plus systémique, il faut agir. Et donc, ça veut dire soutenir la personne, l'encourager à prendre position, faire en sorte que sa parole ne soit pas remise en question. Donc, ça amène à lutter ensemble contre les différentes formes de micro-agressions, donc les agressions quotidiennes, qui, d'une façon ou d'une autre, viennent interroger la légitimité de la personne qui est en face de vous. C'est exactement ce que Mathilda évoquait tout à l'heure. Moi, on me demande à tous les coups, surtout que mon nom, c'est de Roselle, tu viens d'où ?
Hein, parce que quand les gens me voient physiquement avec mon nom qui a une consonance européenne, on se dit, ben non, c'est pas elle. Et donc, mais d'où tu viens? Mais d'où tu viens vraiment? Alors que moi, je suis née à Bruxelles. Et donc là, on vient micro-agresser la personne. C'est aussi poser la question des compétences. Quand on dit que oui, tu as un double diplôme, un double master, on ne te croit pas vraiment. Et donc, ça enferme aussi les femmes dans ce syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteuse, où elle-même va avoir une difficulté à prendre conscience de ses compétences et va plutôt l'assigner au fruit du hasard et de la chance. Donc, il faut vraiment se mobiliser et ne pas remettre en question aussi leurs paroles. Quand une personne dit que oui, elle est victime de racisme et de sexisme, c'est la croire. C'est un petit peu changer aussi cette posture de la culture du viol, où c'est la personne qui commet l'acte, qui vient agresser la personne, qui a cette présomption d'innocence. Voilà, donc c'est croire quand la personne fait un témoignage par rapport à une forme d'agression de toute forme qu'elle soit. Donc, on a besoin, parce qu'on a besoin des alliés. Et donc, c'est tout un changement qui est structurel, qui va se passer aussi au niveau de l'espace médiatique, de l'espace politique. Et donc, il faut créer de l'hétérogénéité, il faut beaucoup plus de représentation, il faut des rôles modèles. Et pour faire bouger les lignes dans ce sens-là, ce sont aussi les personnes qui ont le privilège de la couleur blanche, qui sont dans des postures de pouvoir, qui doivent changer les règles du jeu, en étant à l'écoute des recommandations des personnes qui sont les premières concernées, les femmes afrodescendantes. Tout à fait. Avant de passer par Rennes, merci beaucoup Ivoire, je vais peut-être quand même poser la question également à Madame la députée, de ce qu'elle pense justement de cette question, parce que vous avez créé cet espace de dialogue pour pouvoir justement permettre aux intervenantes de s'exprimer sur le sujet et également aux participants de poser leurs questions. Mais je pense qu'il est vraiment important d'avoir votre point de vue sur cette question-là. Comment faire en sorte d'avoir des alliés blanches, et puis est-ce qu'elles peuvent faire partie de l'Ubuntu de manière générale? Oui, alors merci bien pour cette question. Comment avoir des alliés blanches? C'est vraiment parfois un problème, je dois le dire, parce que je prends le cas de l'Allemagne que je connais mieux que la Belgique. En Allemagne, en général, les femmes noires ne sont pas de langue allemande, à part celles qui sont de parents allemands. Donc, je prends les Africaines qui sont donc venues, elles ont donc appris la langue. Et les femmes allemandes, maintenant ça diminue, hein, je dois vous dire, ça a beaucoup diminué, ont toujours cette tendance, elles vont vous expliquer, elles vont tout faire pour vous. Je vous donne un exemple bien précis. Au mois de juin, lorsqu'il y avait eu les émeutes, j'ai été invitée à Nuremberg, c'était une grande manifestation en faveur de George Floyd. Donc, c'était les jeunes de la diaspora qui m'avaient invitée et je suis venue. 15 jours après, encore une manifestation, j'ai été invitée et j'ai été surprise, d'abord agréablement, c'était un groupe de femmes blanches qui étaient là, qui m'avaient envoyé l'invitation. Je suis venue et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas les jeunes de la diaspora, j'ai demandé où est-ce qu'ils sont. Il y en a un qui m'a dit, eh ben, on les a accueillis pour qu'elles travaillent avec nous et elles ont tout fait en leur nom. Elles nous ont mis carrément de côté. Et vous voyez, et ça c'est à Nuremberg que ça s'est passé, c'était le 17 juin, je crois, 15 jours après le 6 juin. Le 6 juin, c'était là. Et je dis, mais comment ça? Elle m'a dit, ben oui, tu sais comment elles sont. Elles savent très bien comment ça fonctionne avec les lois. Alors, elles ont été enregistrées tout de suite la manifestation et tout en leur nom. Et effectivement, c'était elles qui faisaient tout. Et évidemment, quand on a ce genre d'expérience plusieurs fois, ça finit par créer une espèce de scepticisme et une espèce de suspicion aussi. Et on se dit, ouh là là, attention, quand elles vont venir, elles vont nous prendre notre affaire. Hein? Ça, je pense que c'est très souvent en Allemagne, au moins, ça a été très souvent le cas. C'est évident que tout a beaucoup changé. Si je compare il y a 20 ans, moi je suis depuis très longtemps, 20, 30 ans, ça a beaucoup changé, mais ça reste. Vous voyez, moi, ça m'avait choqué parce que j'étais convaincue que ce n'était plus possible aujourd'hui. Et quand il m'a dit, ben oui, regarde, elles ont tout fait elles-mêmes. Or, c'était notre groupe, on les avait cueillis. On leur a dit oui, puisque le racisme, il n'y a pas de féminisme sans racisme. Enfin, le racisme et le féminisme doivent marcher de pair. Et puis, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles nous ont pris ça. Alors, comme a dit tout à l'heure Mathilda, peut-être qu'elles doivent apprendre à écouter
et à se mettre en retrait et faire de la place. Oui. Et ça, c'est le plus dur. Faire de la place, surtout quand on est en politique, ça, je dois vous dire, c'est la chose la plus difficile parce que l'être humain, et ça, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes un peu égoïstes, nous tous, blancs ou noirs, et chacun veut un peu sa place. Hein, gardez-la, et pourquoi je vais faire de la place pour quelqu'un d'autre? Et je crois que si vraiment on veut arriver à une société, à une nouvelle Europe, on veut bâtir, c'était donc notre slogan, nous voulons bâtir une nouvelle Europe, nous devons apprendre que je dois savoir que l'autre aussi a des intérêts, a des objectifs, et que peut-être je dois apprendre à me retirer un tout petit peu. Et ça, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais je sais qu'en Allemagne, c'est très souvent le grand problème, et qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Donc, toute la diaspora, tous les afrodescendants se retirent, et on a comme ça des organisations soi-disant de gens originaires d'Afrique où il n'y en a pas. Ils ne sont pas là parce qu'ils vont dire, ben non, tu sais, ils vont encore revenir, eux, ils parlent bien l'allemand, eux, ils font ci et ils font ça. C'est évident qu'il y a des exceptions. Ici, il y en a qui sont prêtes à travailler sur le même pied d'égalité avec d'autres femmes, des femmes afrodescendantes. Bien sûr qu'elles sont les bienvenues. Bien sûr qu'on peut toujours, on apprend toujours de l'autre et que c'est d'ailleurs un avantage. Si on a la possibilité d'avoir beaucoup de travail avec beaucoup de gens qui ont un arrière-fond culturel différent, c'est toujours une richesse pour tout le monde. Mais je crois vraiment que, en tout cas dans le cas de l'Allemagne au moins, c'est quelque chose qu'elles doivent un peu apprendre, justement, et pas se dire, je vais venir et je vais vous expliquer tout ça, et en 5 minutes, moi je sais, je connais tout, je sais tout. C'est toujours un peu le style, madame. C'est dommage, mais je crois qu'avec la nouvelle génération, ça tombe de plus en plus. Et moi, je suis convaincue qu'on va arriver à un moment donné vers une société où on ne parlera plus du tout, ce sera peut-être un rêve, une utopie, mais qu'on arrivera au moins à une société où la couleur de la peau ne sera plus prépondérante pour quelque chose. Bien sûr, il y aura toujours plus ou moins des discriminations, du racisme, mais on ne jugera plus les personnes d'après cela. Et ça, c'est notre travail à nous, en tant que politiciens, travailler d'abord dans ce sens, mais c'est aussi votre travail à vous tous, et aussi les participants qui nous écoutent, si chacun, dans son domaine, doit se dire, eh ben, oui, je suis dans une société et je veux que cette société soit ma société, et pour cela, je dois apprendre moi aussi à me retirer aussi, nous aussi parfois, et vraiment travailler la main dans la main. Et moi, personnellement, je dis toujours, ce serait un peu une catastrophe si je dois toujours dire je suis la seule, je suis la première, je suis qui. C'est pas du tout mon but. Mon but, ce serait de me dire à la fin, par exemple, de mon mandat, waouh, maintenant, il y a plein de femmes qui veulent entrer en politique. Et bon, je suis mentor aussi pour quelques femmes, donc pas aussi des femmes blanches qui sont là-dedans d'ailleurs. Et ça, je me dis, ça va être extraordinaire si aux prochaines élections municipales, on n'arrivait peut-être pas, bon, maintenant nous sommes 6 femmes noires, si on arrivait à en avoir 20, 30, 40, hein, pourquoi pas 27 au moins? Très belle chose. Il y en avait au moins déjà une, parce qu'on ferait déjà 27 au sein du Parlement européen. Voilà. Mais je pense que ici, dans toutes celles qui vous écoutent, il y en a quelques-unes au-delà des frontières allemandes qui seraient très intéressées par un mentorat de votre part. Étant donné que vous êtes francophone également, je pense que ce n'est pas rentré dans une oreille de sourd, en tout cas, ou de sourde. Et merci beaucoup, en tout cas, pour votre vision. Je pense que c'est important de savoir qu'à votre niveau également, vous pouvez observer ces choses-là, surtout dans le monde associatif, où c'est vous plutôt que l'on sollicite, plutôt que d'être dans la place de la personne qui sollicite et de voir que voilà, les observations sont exactement les mêmes à ce sujet-là. Je vais terminer juste avec Rennes. Si juste en 2-3 minutes, tu peux également nous donner tes observations par rapport à cette question-là. Et si justement, comme l'a dit Madame la députée, tu vois également un changement dans la dynamique, peut-être parce que plus jeune maintenant, il y a de plus en plus d'interactions entre des femmes blanches, des jeunes femmes blanches et des jeunes femmes noires. On a peut-être plus l'occasion, en tant qu'amis, de pouvoir aborder des sujets qui sont fâcheux et arriver à faire changer justement les perspectives
Je me demande si ce n'est pas un petit peu ça aussi le secret du changement. Je pense qu'il y a beaucoup de secrets pour le changement parce qu'on est toujours en train de chercher the Holy Grail. Mais je pense que quand y a beaucoup de gens blancs, hein, des femmes, des hommes et X, qui veulent justement apporter leur soutien dans ce combat, mais je pense qu'ils doivent tenir en tête l'intersectionnalité de notre personne. Quand il s'agit d'inviter les associations afrodescendants, par exemple, dans des milieux politiques, il faut très bien tenir compte de comment ces gens opèrent, qui est totalement différent des associations dont eux, ils ont l'habitude de travailler avec. Et il faut aussi avoir cette patience, justement, de trouver une relation qui travaille pour tous les deux parties. Donc, voilà, écouter, do the work, faire des recherches aussi soi-même, parce que nous tous, on apprend des choses en lisant, faire des recherches sur un tonton Google, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, je trouvais ça marrant, Amina. Donc voilà, faire des recherches soi-même aussi et pas toujours forcément demander aux gens africaines ou afrodescendantes que vous connaissez dans votre environnement pour des questions parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années et on reçoit, en tout cas moi, je reçois souvent la même question, pas forcément celle qu'on vient de nous poser là, mais beaucoup de questions, des choses comme la décolonisation et je me dis, en fin de compte, on est en train de faire tout ce travail, mais on dirait qu'il n'y a personne qui écoute, sauf les gens qui se sentent concernés ou qui se sentent concernés parce qu'ils ont un partenaire ou une partenaire qui est afrodescendante. Donc, je trouve que si on veut vraiment avancer en tant que communauté, tout le monde doit faire le travail, donc lire, regarder des documentaires, il y a plein d'informations sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé dans ce stade-là, qu'il y a toutes les femmes qui ont changé beaucoup de choses dans l'Europe, mais aussi en Afrique et vice-versa. Donc voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire. Écouter et do the work et avoir de la patience. Merci beaucoup. Réponse. Vous avez peut-être juste vu le temps qui nous reste, il nous reste à peine une petite dizaine de minutes vraiment, et là je tire vraiment sur la corde. On va prendre juste une dernière question du chat et puis les autres je vais peut-être pouvoir vous les envoyer pour peut-être une réponse groupée aux participants pour qu'ils puissent justement rester plus éclairés, poser leurs questions plus en détail et de manière beaucoup plus apaisée, puisque ici, nous avons la contrainte également du temps à respecter. La question, et la dernière question justement de cette conférence, est posée par Julia Mimbang. Désolée si j'ai écorché le nom, qui est très contente de cette rencontre. Elle a toutefois une question pour Madame Erzberger et Mathilda Legitimus concernant l'Allemagne. Elle demande s'il existe justement des documentations sur toutes les femmes de la diaspora noire, mais je dirais sur les femmes de la diaspora noire en général. Et si oui, où est-ce qu'elles pourraient éventuellement se procurer du matériel parce que c'est très, très intéressant de créer des connexions. Je vais rajouter une toute petite dernière question qui également pourrait voilà, correspondre également à la première, mais cette fois-ci, ça concerne le concept même, je pense, de diversité. Adèle se demande si ce n'est pas un concept ambigu qui fait croire à l'autre qu'on lui fait une faveur, en fait, lorsqu'on aborde justement les concepts liés à la diversité. Est-ce que vous pensez de la même manière ou bien vous pensez justement que le concept de diversité est vraiment très important justement à aborder dans son entièreté? Je passe d'abord la parole à Madame la députée, puis à Mathilda. Oui, alors je vais répondre très vite sur la question des femmes de la diaspora, s'il existe de la documentation. Oui, il existe de la documentation. Et il y a un livre même qui vient encore de sortir de Emilia Roig. Si vous êtes en Allemagne, le livre est sorti en allemand. Et si vous nous écrivez, on pourra vous envoyer donc une liste de livres. Et je pense que lorsque nous ferons la prochaine fois, notre prochain webinaire d'ailleurs, c'est à peu près la même chose, mais c'est en allemand cette fois-ci.
Hein. Ça va être donc en Allemagne. Et là, vous aurez donc beaucoup de femmes de la diaspora allemande, des femmes afro-allemandes qui seront donc présentes. Sur la diversité, oui, je sais, tout le monde. On avait récemment d'ailleurs un webinaire et il y en a un qui nous a dit, je ne sais plus qui, un panéliste, je suis contre ce thème-là. Nous devons dire l'interculturalité. Je suis désolée, il y a 10 ans, on parlait de l'interculturalité en Allemagne et on nous a dit non, c'est pas l'interculturalité, on a pris la diversité. Moi, je crois que ce sont des concepts que l'on utilise actuellement parce qu'on n'en a pas d'autres. Si on en trouve d'autres, eh ben, on va les utiliser. Mais en fait, quand on parle de diversité, on veut tout simplement dire, nous tous qui sommes ensemble, qui vivons ici, hein, nous voulons avoir notre place. C'est tout. C'est ça pour moi la diversité et rien d'autre. Et par contre, j'ai vu aussi quelque chose j'ai lu pratiquement tout ce qui est sur le chat. Je vais vous dire, il y a une personne qui aimerait parler, je crois, Monsieur Diallo. Il ne peut pas parler parce qu'il prédit qu'il ne peut pas écrire et je ne sais trop quoi. Il aimerait parler. Il faut pouvoir mettre les questions dans le chat. Dans le chat, on peut pas mettre les questions. Mais je dois dire que je suis très, très, très heureuse de voir que notre webinaire, enfin notre visioconférence, a eu le succès. Et que énormément de questions sont là. Mais si vous nous envoyez des questions, on va tous vous répondre. Je vois que l'Allemagne est très bien représentée, alors que je pensais qu'elle serait moins représentée. Vous aurez tous des réponses et je peux donc tout de suite vous dire que nous avons en fin mai exactement la même chose en Allemagne, avec des Afro-Allemandes, ce sera carrément en allemand cette fois-ci. Voilà, merci beaucoup. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une très grosse demande parce qu'il y a plusieurs personnes dans le chat, excusez-moi de vous couper, qui aimeraient que ce débat puisse continuer dans le futur. C'est notre but, c'est vraiment notre but, comme j'ai dit. On a maintenant commencé, on voulait voir comment ça allait marcher et nous avons l'intention de continuer pour les prochaines années, de faire d'autres visioconférences. J'ai vu que quelqu'un a écrit, et est-ce qu'il y a aussi les femmes de plus de 55 ans? Oui, moi j'ai aussi plus de 55 ans, tout le monde connaît mon âge maintenant. La création du réseau. Et dans la presse en long et en large. Je suis aussi celle qui s'occupe aussi des femmes, des seniors, comme on les appelle. Pendant très longtemps, j'étais dans le groupe des femmes seniors de ma ville. Et c'est prévu aussi de faire uniquement avec des femmes beaucoup plus âgées. Évidemment, nous allons le faire toujours en 2 temps, avec les femmes qui se trouvent en Allemagne, avec celles qui sont donc ici dans les pays francophones. Je pense que nous n'avons plus le temps de continuer. Je tiens donc malgré tout à remercier tout le monde. C'était extraordinaire, enrichissant. Et je suis vraiment très heureuse qu'on ait reporté ce webinaire-là, puisque maintenant nous avons eu au total 135 personnes qui se sont enregistrées. C'est extraordinaire. Presque tous les pays francophones sont là. Les pays d'Europe, d'Afrique, de l'Amérique, du Canada, tout le monde est là. Et je pense que nous avons déjà mis le premier jalon pour bâtir ce que notre slogan disait, lors des européennes en 2019. Nous bâtissons une nouvelle Europe et nous avons donc déjà commencé. Mais avant de terminer, je tiens à remercier beaucoup de personnes et permettez que je les nomme malgré tout. Tout d'abord, toutes mes assistantes qui ont été mobilisées et tout particulièrement, donc, vous avez, oui, Amina Mihailirwa, Sina et puis Edgar pour la communication, Edouard Doulao, un homme qui nous y avait fait nos affiches, nos invités, vous, donc mesdames, vous, Karen, madame Kanessa, madame Amina Lutumba, madame Mathilda Legitimus Schleicher, madame Réunion Camboté et Ivoire de Roselle. C'était extraordinaire. Je pense qu'on va pouvoir mettre sur pied quelque chose, un grand réseau et surtout, sans oublier la personne qui, si nous ne nous avait pas aidé, s'il n'avait pas été là, nous n'aurions jamais pu faire ce webinaire-là, notre assistant technique Aldo. Vielen Dank, Aldo. Voilà. Merci beaucoup. Envoyez-nous vos questions, on va y répondre. J'espère qu'on va pouvoir rester en contact pour les 2 prochaines années encore. Et ça va vite, hein? 2 ans et demi encore, et que l'on va pouvoir donc continuer à avoir de tels échanges avec des jeunes. Hein, la prochaine fois, ce sera avec des jeunes, avec des femmes au-delà de 55 ans,
Et j'espère surtout, mesdames, que je vous reverrai toutes et que nous allons continuer à travailler toutes. Et comme je dis toujours, c'est mon but, ça a été mon but lorsque je suis venue et j'espère et pouvoir le réaliser, que la prochaine fois aux Européennes, il y aura beaucoup de femmes et qu'un jour je pourrai me dire, eh ben voilà, ça a fonctionné, ça a marché, la solidarité féminine, elle existe, la solidarité entre nous est réelle. Bien sûr, on se crêpe de temps en temps le chignon, pourquoi pas? Tout le monde a toujours des petits problèmes avec tout le monde. Hein? Mais le fond de l'histoire, c'est qu'on croit, on y croit, on croit vraiment que l'on va pouvoir bâtir cette nouvelle société. Ce n'est pas utopique, c'est une réalité. Si chacun y met de soi, on y arrivera. Et donc, je vous remercie sincèrement et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci et à la prochaine. Au revoir. Merci. Excellent. Voilà. Ubuntu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt, merci. Merci, au revoir, au revoir. Merci, Pierrette. Merci, merci. Au revoir. Merci, j'ai vu qu'il y avait Gladys. Non. Karen. Au revoir. Au revoir tout le monde. Tous les participants, merci beaucoup. Bientôt, Amina. La numéro 2. Au revoir et merci à vous, mesdames. Voilà. Merci, c'était génial.